Bonjour chers amis du Cercle Rousseau, bienvenue sur une nouvelle interview, une interview d'actualité pour le coup, puisque vous le savez, si vous êtes citoyen suisse, la première séance de votation 2026 arrive le 8 mars prochain, et un objet passe un peu en ce moment sous le, on va dire, sous le couvert médiatique. Plus personne n'en parle beaucoup. Et ben, on voulait quand même en parler avec quelqu'un qui s'y connaît particulièrement. C'est notre ami Vincent Held. Vincent, bonjour, comment tu vas? Bonjour Nicolas, mais très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Vincent, je rappelle pour les gens qui ne te connaîtraient pas que tu es auteur de plusieurs ouvrages, quatre avec un cinquième qui va sortir normalement dans l'année, mais encore rien n'est écrit. Enfin, oui, il est écrit, mais rien n'est encore imprimé. Mais on va En parler des ouvrages qui relecture, sont en sortis. relecture pour l'instant. En relecture, on va parler des ouvrages qui sont sortis. En 2018, tu as sorti ton deuxième ouvrage après la crise, donc sur le nouvel ordre monétaire mondial. En 2020, tu as écrit Une civilisation en crise, l'Occident à l'épreuve de l'intelligence artificielle, puisque non seulement tu aimes parler des questions monétaires, mais aussi de questions par rapport à la machine et à l'intelligence artificielle. Dans le même sens, tu as écrit en 2021 Asservissement, de la déshumanisation sociétale à l'esclavage numérique. Et surtout, le premier livre qui t'a fait connaître, celui dont on va en partie parler aujourd'hui, parce que c'est l'objet en partie, en tout cas c'est lié à l'objet de votation dont on va discuter, Le crépuscule de la Banque nationale suisse, la déroute financière annoncée d'une institution en faillite morale, c'était publié chez Xenia. Et justement, vu que tu as beaucoup travaillé sur ce sujet de la BNS, on t'avait pas mal sollicité dans les médias sur cette question monétaire, et tu peux commencer à nous en parler. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi plus personne ne parle de cet objet de votation qui sera, dont après qu'on va expliciter justement sur celui du 8 mars, c'est-à-dire celui de préserver le cash, en tout cas l'initiative qui souhaite préserver le cash et inscrire le cash dans la Constitution. Bon, en fait, la question de l'argent liquide, ça pose d'autres questions. Et je pense que quand on va tirer un peu sur le fil de pourquoi, c'est-à-dire en réalité, tout le monde se présente comme voulant, à ce que je comprends, hein, tout le monde se présente comme voulant conserver, préserver l'argent liquide. Et c'est quand on va regarder un peu plus dans le détail qu'on va se rendre compte que beaucoup de gens font le contraire exact de ce qu'ils préconisent ou se donnent l'air d'être en train de défendre comme position. Euh, sur les questions monétaires, j'avais été sollicité un peu par des médias suisses grâce à Christian Rapa, en particulier, Mhm. que je salue à l'occasion, et qui avait fait une sorte de campagne de presse à lui tout seul pour essayer de transmettre au public quelques informations de base sur ce qui se passe avec la Banque nationale, où il y a énormément de points d'interrogation qui restent en suspens au fil des années et où les choses sont un peu classées. Les médias regardent un peu ailleurs. Et aussi, il y a un aspect de complexité qui fait que ce n'est pas le sujet le Mhm. plus aisé à aborder. Et ça peut expliquer aussi un peu le fait que, par exemple, sur la question de l'argent liquide, on préfère tout donner, laisser la Banque nationale gérer ça, parce qu'au final, peut-être qu'on ne comprend pas très bien les tenants et aboutissants de ces questions. Et c'est plus simple de dire, ah ben c'est la Banque nationale qui s'en occupe, de toute façon c'est comme ça partout, et, euh, Mais et donc de botter un peu en touche. je- Donc en fait, j'ai eu de l'intérêt en réalité pour mes bouquins, surtout dans le monde académique, où beaucoup de grandes universités, notamment américaines, ont pris le crépuscule de la Banque nationale suisse dans leur bibliothèque universitaire, et plusieurs des suivants également, après la crise, a connu un succès comme ça d'estime dans certains milieux universitaires. Sur le côté médiatique, plus précisément, comme je te disais, c'est surtout Christian Rapa qui avait beaucoup parlé de Banque nationale. Et maintenant, malheureusement, ces articles sont en train de disparaître, pas seulement le mien. Mon interview, il m'avait consacré une interview de 5 pages, ce qui était gigantesque. Mhm. Dans l'illustré, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une sorte de Paris Match suisse roman.
Et donc, où j'étais allé relativement fort, tout en essayant d'étayer au maximum le propos, la Banque nationale avait réagi, le porte-parole de la Banque nationale avait écrit à l'Illustré pour se plaindre de l'interview, mais sans réussir cependant à pointer du doigt une quelconque erreur de factuelle ou d'analyse que j'aurais commise. Donc il y a un aspect où maintenant les choses qui déplaisent vis-à-vis de la Banque nationale ont vocation tout simplement à disparaître de l'espace médiatique et pour laisser place à une sorte de consensus, un unanimisme comme ça, pas très informé, parce que j'ai vu aussi dans certaines interventions, j'ai vu l'excellent débat de Charlie Pache, je voyais que dans ses contradicteurs, qui est tout à fait respectable au demeurant, il y avait de fausses informations. En fait, il semblerait que certains partis politiques aient pris des positions sur la base d'informations erronées. Et c'est pour ça que je me dis, ça vaut peut-être la peine de faire un petit effort de revenir avec quelques informations de base sur la politique monétaire pour que les gens de bonne volonté, peut-être, réexaminent certaines positions qu'ils ont pu prendre sur la base d'informations qui étaient pas exactes au départ. Oui, c'est pour ça, vous savez, au Cercle Rousseau, on n'est pas affilié à un parti politique, on n'est pas là pour vous dire quoi voter, vous votez en votre âme et conscience. Par contre, ce qu'on aime bien, c'est donner la parole à des experts d'un camp, de l'autre. En fait, c'est pas là, vraiment, on essaie de prendre un peu de la hauteur par rapport à certains sujets. Et on voulait justement, en amont de cette votation, vu que vous recevez en ce moment votre matériel de vote à la maison, soit vous avez déjà voté, soit vous êtes en train de le faire, on voulait parler de cette initiative dont je rappelle le titre, Initiative populaire oui à une monnaie libre et indépendante sous forme de pièces ou de billets. L'argent liquide, c'est de la liberté, c'est le sous-titre de cette monnaie et qui a été également, enfin, le Conseil fédéral a proposé un contre-projet direct sous forme d'arrêté fédéral sur la monnaie suisse et l'approvisionnement numéraire. Et c'était justement la première question qu'on voulait te poser ici. Est-ce que c'est une bonne idée? Donc je parle du contre-projet puisqu'on a parlé justement de l'initiative. Est-ce que c'est une bonne idée, ce contre-projet, de confier la gestion du cash à la Banque nationale suisse sur laquelle tu as travaillé, qui peut le supprimer à tout moment? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Banque nationale a déjà proposé de supprimer l'argent liquide il y a une dizaine d'années de cela. Donc, c'était, pour donner le contexte général, on était avec ces fameux taux négatifs qui ont fait beaucoup parler, où on ponctionnait les caisses de pension et tout ça pour leur prendre de l'argent en réalité. Et la question que s'est posée la Banque nationale à ce moment-là, c'est comment est-ce qu'on pourrait ponctionner directement les comptes bancaires de la population générale, donc au-delà des seuls fonds de pension, ponctionner les comptes bancaires sans que les gens retirent leur argent pour échapper à ces ponctions. Et donc, la solution la plus évidente sur laquelle était tombée la Banque nationale et ses partenaires des grandes banques, je crois qu'il y avait Citigroup qui participait notamment, c'est il faudrait supprimer l'argent liquide. Ça serait le plus simple, évidemment, pour empêcher. Et je crois qu'en ce moment, du reste, on reparle de la possibilité de réintroduire éventuellement des taux négatifs. Donc c'était pour donner l'idée générale. La Banque nationale a déjà considéré cette idée de supprimer l'argent liquide. Et donc, j'ai expliqué ça dans une publication, c'était en 2019. Peut-être qu'on mettra le lien pour les gens qui voudraient aller vérifier par acquis de conscience. Il y a toutes les références qui sont dedans. Mhm. Oui, et puis une autre raison de vouloir éventuellement supprimer le cash, c'est en ce moment on en parle de plus en plus, en tout cas c'est dans les médias, et c'est de plus en plus adapté par une partie de la population, pas toute la population, il y a encore une partie de la population, notamment en Suisse, qui est très attachée au cash, mais il y a une petite partie de la population qui ne jure que par les monnaies numériques, et donc ils se disent, ben en fait les monnaies numériques c'est le futur. En fait, il faut comprendre que quand on parle de monnaie numérique, c'est en fait les monnaies numériques de banque centrale dont je parlais en 2018 après la crise. Et entre-temps, on a beaucoup commencé à parler de CBDCs pour l'appellation anglophone ou de monnaie numérique. Il y a une confusion.
C'est-à-dire que quand on paye avec son smartphone ou l'e-banking, etc., voire la carte bancaire, c'est pas ce qu'on appelle les monnaies numériques de banque centrale. Les monnaies numériques de banque centrale, c'est un nouveau système monétaire Ok. qui est en train. Alors pour l'instant, il y a des pilotes ou des projets pilotes ici et là de par le monde, notamment en Chine, et dont on reparlera, je pense, au passage. Mais c'est vraiment un nouveau système. C'est pas simplement le mode de paiement électronique, c'est un système monétaire complet dans lequel les banques centrales auront une visibilité totale sur les transactions en temps réel, sur tous les paiements qui sont effectués. Et donc, il y aura une transparence totale sur tout ce qui se passe dans les flux monétaires. Et ça a été expliqué, par exemple, par le président de la Banque nationale suisse, Thomas Jordan, de l'époque, en 2019, en mai 2019. Il y avait une rencontre avec Christine Lagarde, qui était à l'époque la présidente du FMI, donc une rencontre du FMI à la Banque nationale suisse, et ça avait été dit clairement, toutes les transactions seront transparentes du point de vue de la Banque nationale. Et il faut comprendre que la Banque nationale suisse est une des pionnières de ce nouveau système monétaire, de ces monnaies numériques. En juin 2024, elle a réalisé, d'après ce qu'elle a dit elle-même, la première opération de politique monétaire au monde avec ces monnaies numériques. Donc ce sont des travaux préparatoires en vue de l'arrivée d'un système, un nouveau système monétaire mondial qui arrivera, on ne sait pas quand. Thomas Jordan a laissé comprendre que ça arriverait suite à une crise financière. Et ce n'est pas le seul, au demeurant, dans ces milieux-là, à aborder la chose de cette manière. Il disait, si tant que le système monétaire actuel n'est pas cassé, ça ne sert à rien d'essayer de le réparer. Donc ces monnaies numériques, ce nouveau système complet, monétaire complet, articulé autour de ces monnaies numériques, a vocation à s'imposer dans des circonstances qui pourraient être celles d'une crise financière mondiale, comme on parle maintenant de crise de la dette potentielle, Ou de la bulle crise de de la l'IA, par dette exemple. souveraine. Pardon? Ou la bulle de l'IA, par exemple. Beaucoup de gens en parlent, justement, des La bulles bulle de financières qui pourraient arriver. l'IA, la bulle de l'IA, c'est pas bon. De toute manière, les crises financières, la crise financière mondiale sur la dette étatique dont on parle depuis des années et dont je parlais déjà après la crise, elle peut survenir à tout moment, sur le principe. Le patron de JP Morgan, Jamie Dimon, en parlait il y a quelques semaines. Il disait ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 6 ans, ça peut être dans 6 secondes, on n'en sait rien, mais au moment où ça se passera, il y aura une très grosse casse. Et donc, c'est le. Et d'ailleurs, Donald Trump a proposé, ça est passé un peu inaperçu, comme si ce n'était pas quelque chose de très important, en pleine campagne présidentielle, proposé aux députés du Parti républicain de refuser c'est toujours ces histoires de hausse du plafond de la dette, et donc que les États-Unis fassent faillite. Évidemment que si les États-Unis faisaient faillite, ou quand ils feront faillite, si j'en crois le patron de JP Morgan qui a l'air de partir de cette idée-là, que les États-Unis, nécessairement un jour ou l'autre, feront faillite, le jour où les États-Unis font faillite, évidemment qu'il y aura des réactions en chaîne Des répercussions, considérables. ouais. Et oui, et ça sera le moment, ça serait alors le moment où ces monnaies numériques pourraient être introduites. Pour en revenir à la Banque nationale suisse, donc elle est une des pionnières dans les tests, dans les essais qui sont conduits avec ces monnaies numériques. Donc dans certains aspects techniques, on va dire ça comme ça, qui ne sont pas forcément les plus visibles pour le public. Et donc, elle conduit ces tests avec la Banque des règlements internationaux, que les gens ne connaissent pas très bien, mais dont on va reparler nécessairement.
Mais d'ailleurs, ce que je comprends, en tout cas, ce que j'essaie de, moi qui suis pas un expert des questions financières, comme beaucoup de gens qui regardent cette vidéo certainement, ce qu'on comprend, c'est que ce projet du FMI pour les MNBC, ce que tu expliquais, en fait, c'est pas compatible avec le maintien du cash, puisque on sait que le cash, ben, n'est pas traçable, ou en tout cas, ben, ça sert justement à garantir l'anonymité des paiements. Quand moi je vais acheter quelque chose avec le cash, on sait que j'ai payé tant, mais on sait pas ce que j'ai payé avec, ou enfin, faut refaire. En tout cas, ça garantit une certaine anonymité. On ne sait pas que c'est moi qui a payé, je ne sais pas, 12 francs ou 20 francs pour faire des courses et acheter tel ou tel produit. On sait que l'acheteur a reçu 20 francs. Alors que, et donc, ce que tu expliques, c'est que c'est pas, les deux projets ne sont pas compatibles. Donc, il y en a soit on a ce projet du FMI, soit on garde le cash. Mais en fait, c'est pas compatible. C'est-à-dire que sur le plan technique, ça serait compatible. C'est sur le plan philosophique qu'il y a une incompatibilité complète. Ouais. C'est-à-dire, on parlait du FMI qui organisait des rencontres à la Banque nationale et où il était énoncé clairement le fait qu'on voulait une transparence totale sur tout ce qui se passe dans les paiements de toute l'économie. Maintenant, on a, pour être plus clair encore, le vice-président du FMI, vice-président actuel du FMI, et qui était, se trouve-t-il, l'ancien vice-président de la Banque populaire de Chine, donc la Banque centrale chinoise, qui disait en octobre 2022 que les monnaies numériques de banque centrale permettront aux banques centrales de mettre en œuvre des politiques ciblées en définissant précisément comment l'argent pourra être dépensé, par exemple en ce qui concerne la nourriture. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de tout savoir sur ce qui se passe dans l'économie, Mhm. il s'agit aussi de définir de quelle manière l'argent va être dépensé. Donc on a la fameuse... Et il a dit ça alors qu'il était déjà vice-président du FMI. Il Mhm. l'a dit en tant que vice-président du FMI, pas en tant que vice-président de la Banque populaire de Chine. Et donc, on est dans cette logique chinoise. C'est pas un hasard si on allait chercher le vice-président de la Banque populaire de Chine. On est dans cette logique chinoise où l'État définit la manière dont on a le droit de dépenser son argent. Et par exemple, quand ils interdisent, voilà, vous avez un score de crédit social qui est trop faible, donc d'abord on n'a plus le droit de prendre l'avion, et ensuite on n'a plus le droit de prendre le train, et ensuite je ne sais pas ce qu'on a le droit encore de faire, mais qui pourrait voilà, prendre d'autres formes sous d'autres latitudes. Par exemple, on parle d'un crédit carbone individuel, etc. Donc c'est cette... alors après, on peut être pour, hein, mais il faut comprendre de quoi on parle. On parle d'un système qui permet de contrôler et qui a vocation à permettre de contrôler la manière dont l'argent est dépensé. Oui, Et en fait, c'est pas, en fait, ce que tu expliques, c'est que c'est pas tellement l'outil le problème. Enfin, ça peut être un outil problématique, c'est surtout dans quelles mains il tombe. Parce que ça donne un pouvoir absolument incroyable en termes de contrôle. je vais prendre ça en sens inverse. Il y a des gens maintenant qui disent par rapport à cette votation, en fait, ce désir de conserver l'argent liquide, ça procède d'une vision paranoïaque de gens qui ont peur de tout, qui craignent tout. Mais là, on a quand même le vice-président du FMI qui nous dit notre but, c'est de contrôler la manière dont et, et accessoirement, les banques centrales, peut-être c'est quelque chose qu'on oublie un peu, sont devenues indépendantes des États, du contrôle des États. Et ça a été présenté comme quelque chose qui aurait toujours été le cas. Non, c'est une évolution qui est intervenue il y a une vingtaine d'années. En Suisse, ça date de la nouvelle loi sur la Banque nationale d'octobre 2003. Donc, c'est les indépendances avec des conséquences gigantesques. C'est-à-dire qu'au moment de l'affaire Hildebrand, quand il était sous enquête pénale pour des faits, donc un délit qui lui était reproché, sa réponse était mais en fait, la Banque nationale suisse est indépendante. Elle fait ce qu'elle veut. Donc, si lui, personnellement, en tant que président de la Banque nationale suisse, commet un crime ou un délit, cela ne regarde pas la justice suisse. Et ensuite, suite à quoi le Parlement et le Conseil fédéral ont pris des positions pour dire
que la Banque nationale échappait à tout contrôle politique ou judiciaire. Donc on est dans un... Et on en reparlera, je pense, avec la Banque des règlements Bah, internationaux. c'était ma prochaine On est question, dans un... ouais. Pardon? C'était ma prochaine question, justement. Ah oui, bah vas-y. Alors bah justement, bah, on parlait, il y a une autre institution qui est pour justement la suppression du cash et cette mise en place progressive d'un franc numérique, en tout cas qui le supervise, c'est la BRI, donc la Banque des règlements internationaux. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et à quoi? Parce que les gens disent, mais c'est quoi la BRI? Les gens disent, Voilà. bah, je vois déjà, je vois de temps en temps ce mot passer au journal télévision ou journal télévisé ou dans les journaux, mais je ne sais pas ce que c'est. Explique-nous un peu ce qu'est-ce que c'est la BRI. La Banque des règlements internationaux, c'est extrêmement intéressant parce que quand on parle de ces banques centrales qui sont indépendantes et tout ça, en fait, ils font partie d'un microcosme de banquiers centraux où on voit, et avec le FMI, où on voit Christine Lagarde qui passe du FMI à la Banque centrale, etc. Et des gens qui passent, par exemple, de la Banque nationale suisse à la Banque des règlements internationaux. Donc, donc c'est un microcosme de gens qui se connaissent, et qui se cooptent en réalité entre eux. Donc la Banque des règlements internationaux, elle est basée à Bâle, en Suisse, et elle dicte, ou édicte, comme on voudra, les réglementations bancaires dans le monde entier. C'est-à-dire, c'est pas seulement les pays occidentaux. Là, d'un coup, il y a une abolition, en réalité, de toute la géopolitique, les Chinois, les Russes, tout ça. Quand la Banque des règlements internationaux édicte des réglementations bancaires, tous les pays du monde font passer par leur Parlement, mobilisent leur Parlement pour passer ces réglementations, pour les faire entrer dans leur droit national. Donc il n'y a plus de Russes, il n'y a plus de Chinois, il n'y a plus de BRICS, il n'y a plus rien. Il y a des réglementations qui sont édictées donc par cette organisation qui est supranationale, qui dispose d'une extraterritorialité, c'est-à-dire c'est comme la Banque nationale maintenant, sauf que eux ont toujours été comme ça. Et donc, quand on commence à donner des indépendances totales vis-à-vis du pouvoir politique ou judiciaire aux banques centrales, en réalité, on applique le modèle de la Banque des règlements internationaux qui existe depuis les années 1930. Accessoirement, elle a été, dès sa fondation, elle a été fondée par, juste pour l'anecdote historique, par le futur ministre de l'économie de Hitler, et qui était également son banquier central. Donc, cofondé par le banquier central de Hitler, qui a financé le Troisième Reich, qui avait des cadres de l'appareil d'État du Troisième Reich qui étaient surreprésentés dans son conseil de banque, dont un banquier qui était membre honoraire de l'ASS, qui avait contribué assez activement à la montée en puissance de Hitler. Et donc, tout ça est documenté, on n'en parle jamais. Il y a Sky News Australia, il n'y a pas longtemps, qui a sorti une tribune très intéressante là-dessus, en disant il y a des gens quelque part en Suisse, à Bâle, dont on parle jamais, et qui décident de tout ce qui va se passer dans le système monétaire international. Donc, on est en réalité dans des réseaux de pouvoir informels, de gens Qui sont pas élus, du coup. pardon, Des gens qui sont pas élus, du coup. Ben, voilà. qui sont pas du tout, qui sont absolument pas élus et qui ont un pouvoir qui écrase. Il n'y a plus de souveraineté étatique par rapport. Donc, quelle est l'explication? Pourquoi est-ce que tout le monde suit spontanément ce que disent ces gens? Donc, on est dans quelque chose d'informel. Il y a aucune loi qui dit il faudrait, tout le monde doit obéir à la BRI. Enfin, d'où est le. C'est quand même quelque chose, c'est un phénomène. C'est-à-dire, on peut inventer n'importe quelle théorie du complot. Moi, j'en connais aucune de théorie du complot qui paraissent aussi improbables que ce qui se passe dans la pratique avec la Banque des règlements internationaux. Ouais. Comment on explique que ces gens qu'on ne connaît pas, qui ont une sorte d'immunité totale, il y a des questions sur leur financement, c'est pas d'une clarté gigantesque. De toute manière, personne n'a le droit véritablement d'aller voir ce qui s'y passe. Et ces gens décident entre eux de ce qui va se passer, de l'avenir de la monnaie dans le monde. Et, et on n'en parle jamais. Et ils ont financé Hitler. Enfin, ils ont un historique
un passif, on pourrait dire, historique qui est assez phénoménal, et ça n'intéresse absolument personne. Donc voilà, je m'émerveille de Non, ça. non, mais il y en a un qu'on connaît, dont tu voulais nous en parler, c'est Augustin Carstens, qui est le président de la banque, justement le président de la Banque des règlements internationaux, et qui a sorti, tu nous as envoyé ça en octobre 2022. Tu voulais nous parler justement de cette citation qui est assez explicite sur l'idée qu'il y a derrière. Voilà, donc c'est toujours cette philosophie, c'est la même que celle du FMI, et c'est peut-être encore plus clair, encore plus explicite. Alors il disait ceci, entre-temps il est parti, mais Oui. peu importe. On dit que les monnaies numériques de banque centrale sont comme le cash, mais avec les monnaies numériques, les banques centrales auront le contrôle absolu sur les règles et limitations qui détermineront l'emploi de cet argent. Et ça fait une immense différence par rapport à l'argent liquide. Donc, On voit on bien la parle d'un différence, ouais. contrôle, et oui, on parle d'un contrôle total de la monnaie par les banques centrales, qui sont accessoirement devenues indépendantes dans l'intervalle. Et c'est forcément, pour revenir à notre question d'argent liquide, c'est nécessairement incompatible par construction avec l'argent liquide. Donc, quand on a les banques centrales, la Banque nationale, pour revenir à notre cas suisse, la Banque nationale suisse qui est la gardienne de l'argent liquide, eh ben, elle fait partie d'un mouvement dans lequel non, le but est précisément de supprimer l'argent liquide. Donc on confie l'argent liquide à une institution qui veut, par essence, le supprimer. Et puis, ben, ce que tu expliquais justement, c'était que on dit, mais oui, mais il y a la BRI, mais la BNS et la BRI, c'est pas la même chose. Or, ce que tu voulais expliquer, c'est qu'il y a des liens très étroits entre justement cette banque des règlements internationaux qui chapeaute un peu toutes ces banques centrales et la BNS en Suisse, d'autant plus que le siège de la BRI est en Suisse. Donc, ben voilà, les gens se connaissent, ils travaillent dans les mêmes bureaux, les mêmes réunions. Et ce que tu expliquais, c'est qu'il y a, il y a des liens plus que d'amitié ou de cooptation, mais il y a des liens structurants entre la BNS et la BRI. Oui, alors sur le côté historique, sur le blanchiment de l'or nazi, enfin du Troisième Reich, qu'ils avaient piqué un peu partout en Europe, la Banque nationale et la BRI ont beaucoup travaillé ensemble. Ça, c'est vraiment pour l'anecdote historique. Voilà. Maintenant, Mais sur sur l'actualité. l'actualité, bien sûr, j'y reviens. Sur l'actualité, la Banque des règlements internationaux supervise le développement du franc numérique et notamment avec, alors il y a deux projets essentiellement, un projet qui s'appelle Helvetia, qui a commencé en 2019 et qui se poursuit, et un autre qui s'appelle Jura et qui inclut la Banque de France pour l'interopérabilité évidemment entre les pays. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis 2020, on a des collaborateurs de la Banque nationale suisse qui travaillent au développement du franc numérique euh, dans les bureaux de la Banque des règlements internationaux, à Bâle et à Zurich. Donc, ça s'appelle le hub innovation de la Banque des règlements internationaux. Et donc, on a des collaborateurs de la Banque nationale qui vont travailler à la Banque des règlements internationaux pour développer le franc suisse, le futur franc numérique. Et c'est une collaboration, comme tu disais, étroite à tel point que Andrea Mechler, qui était une des trois directrices de la Banque nationale suisse, en 2023 est devenue numéro 2 de la Banque des règlements internationaux. Et le président de la BNS, le nouveau président Martin Schlegel, est présenté par la Banque des règlements internationaux comme un salarié. La Banque des règlements internationaux lui donne, enfin, explique que Martin Schlegel fait partie de ses salariés qui reçoit un salaire et le présente comme un de leurs fonctionnaires. En fait. Functionaries, ils appellent ça en anglais. Donc voilà, le président de la BNS fait partie, est considéré par la BRI comme un salarié. Non, non, mais Je, du coup ben, ce qu'on comprend de ça, c'est que ben, d'un côté, tu expliquais que la BNS était, se considérait comme indépendante par rapport à la Confédération, mais du coup, vu que c'est elle qui gère la monnaie nationale, c'est pour ça que c'est littéralement le nom, hein, Banque nationale suisse, hein, c'est elle qui gère le franc suisse. Euh,
Et du coup, ça va un peu en opposition avec la Confédération, puisque ce qu'on a cru comprendre d'après les déclarations des politiques et des élus et des techniciens à la Confédération, c'est que vous inquiétez pas, on veut garantir le cash. Et en même temps, ils disent soutenir le contre-projet qui donne la gestion du cash à la BNS. Donc il y a un peu une contradiction là-dedans. Bon, à ce stade, c'est-à-dire superficiellement, on peut penser que la BNS veut maintenir l'argent liquide. Il y avait une interview de ce monsieur Schlegel en 2023 où il disait son attachement pour les billets, il trouve ça joli, esthétique, etc. Si on ne va pas un peu regarder concrètement ce que ça implique les monnaies numériques, comme la plupart des gens n'ont pas vraiment d'idée très nette de ces questions, et pour cause. C'est un peu, on est dans une vision un peu, Flou. comment dire, non, mais non, mais c'est plus que, en fait, c'est un peu flou et un peu net. Et là où c'est net, ça penche plutôt vers quelque chose qui rejoint la vision chinoise de la gestion de la société par l'État. Mhm. Donc c'est pas un truc peut-être très sympa à mettre en évidence. En plus, il y a de la technique, donc c'est compliqué, donc personne n'y comprend rien, et peut-être qu'on a envie aussi de pas trop comprendre. Comment dire? On peut faire confiance a priori à la Banque nationale. Les gens ont décidé, les milieux politiques ont décidé qu'il fallait faire confiance Mhm. comme ça. Je pense pas que beaucoup de gens aient les informations qu'on vient de dérouler. Et c'est pour ça qu'on le fait, du reste. C'est que si des gens veulent commencer à prendre conscience un peu de ce que ça implique, cette monnaie numérique, et notamment le fait que ça va aboutir nécessairement à la disparition de l'argent liquide, eh ben, ça vaut la peine d'y regarder une deuxième fois. Maintenant, là où il y a peut-être, on peut supposer un brin d'hypocrisie du côté de la Confédération, en tout cas du côté de l'exécutif, c'est que la Poste travaille en réalité, elle aussi, au développement de ce franc numérique via PostFinance, qui est la banque postale suisse, et avec cette précision que le franc numérique devra être programmable. Donc c'est le terme précis que l'on emploie lorsque l'on veut parler justement de cette possibilité de surveiller, de contrôler la manière dont les gens auront le droit à l'avenir de dépenser leur argent. Et donc, ce caractère programmable du futur franc numérique, il est par exemple expliqué par le responsable de l'unité paiement de PostFinance dans une revue de FinTech qui s'appelle FinTech News Switzerland. C'était il y a 2 ans. Mais Euh, il y a une autre chose qu'on voit beaucoup en ce moment, il y a beaucoup de gens qui le relayent, c'est pas nouveau, mais ça fait partie de, on va dire, d'un trend actuel, c'est que en Suisse, en tout cas, et partout en Europe, en tout cas pour les pays que je connais, il y a de plus en plus de disparition des fameux bancomates qui nous permettaient de retirer du cash. Il y en avait dans tous les villages, tous les coins de rue, dans les villes et compagnie, et maintenant, ils existent encore, bien sûr, mais ils deviennent de plus en plus rares. Ça aussi, c'est un signe assez intéressant. ah oui, les bancomates, évidemment, mais aussi les bureaux de poste. Et là, je vais retomber sur cette interview qu'on avait évoquée très brièvement tout à l'heure de Martin Schlegel, donc l'actuel président de la Banque nationale. Donc, tout en disant son amour pour l'argent liquide et les billets de banque, Mhm. dans le même temps, il remarquait que la disparition progressive des bancomates, dont la cause n'est pas très claire au demeurant, cette disparition progressive des bancomates et des bureaux de poste allait mettre une pression sur l'argent liquide. Et donc, qu'est-ce qu'on constate dans la pratique au niveau de la Poste suisse via le développement du franc numérique par PostFinance? On a la Poste qui ferme de plus en plus de bureaux de poste Mhm. et qui, dans le même temps, soi-disant parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc voilà. D'ailleurs, si on va dans un bureau de poste, souvent les employés sont extrêmement sous pression. Oui, oui, bien Euh, sûr. ils, ont- ils disent revenez parce que vraiment ça nous aide à pas disparaître. Donc on n'arrête pas de leur dire qu'ils coûtent trop cher
et qu'ils ont vocation à être fermés. Donc, d'un côté, on ferme les bureaux de poste et dans le même temps, on investit à fonds perdu dans le développement du franc numérique. Donc, je parle de la Poste suisse qui appartient à l'État suisse. Donc, on investit à fonds perdu dans le développement du franc numérique qui doit permettre de supprimer l'argent liquide. Et en réalité, tout ça, c'est cohérent parce que vu que la logique du franc numérique, c'est précisément qu'il n'y ait plus d'argent liquide. Donc, c'est ce que dit Martin Schlegel, le président de la Banque nationale. La disparition des bancomates et des bureaux de poste, ça va mettre une pression sur l'argent liquide. Et moins il y aura de gens qui utiliseront l'argent liquide, et moins les magasins seront désireux d'accepter l'argent liquide. Et ça m'a vraiment frappé. Tu sais pourquoi? Parce que normalement, et j'ai toujours entendu ça, un commerçant est censé accepter obligatoirement les billets de banque. Et c'est dans la loi sur l'unité monétaire, article 3, toute personne est tenue d'accepter en paiement les billets de banque suisses sans limitation de la somme. Or, là, on a le président de la Banque nationale qui manifeste son amour pour les billets, etc., mais qui dit quand même, en réalité, chaque commerce a le droit de décider des moyens de paiement qu'il accepte. Alors, qui est l'exact contraire de ce que toi et moi, on croyait savoir sur les billets qui doivent nécessairement être acceptés. En réalité, les commerces ont le droit de refuser l'argent liquide. Ça a été dit, je viens de le découvrir en préparant l'émission, ça a été dit par le Conseil fédéral, donc le gouvernement suisse. C'était en décembre dernier, le 15 décembre dernier. C'était dans une réponse à un parlementaire qui est qu'en allemand, donc voilà. Et ils n'ont pas réussi à traduire ça en français, c'est dommage. Donc j'ai traduit en français à leur place. Les entreprises et les prestataires privés peuvent stipuler qu'ils n'acceptent pas d'espèces. Donc, qu'est-ce qui va se passer prévisiblement avec ces pressions sur l'argent liquide qui se dessinent et qui sont aussi le fait de la Poste, donc de l'État suisse, c'est que les supermarchés, à un moment donné, pourraient dire qu'ils n'acceptent plus l'argent liquide. Parce qu'il n'y a plus assez, ça coûte trop cher. Et eux, évidemment, ils ont un intérêt objectif à récolter le plus de données possible. Donc, ils aiment savoir, pour leurs données, leur recherche marketing, leur big data, ils aiment savoir qui a acheté quoi et quels sont les comportements d'achat qu'on peut comment dire, délimiter à partir de leurs données. Donc, ils pourraient, c'est une supposition, une hypothèse de travail, ils pourraient à un moment donné, puis des supermarchés, il n'y en a pas énormément, mais c'est un processus. C'est-à-dire, on est dans des étapes préparatoires à la suppression de l'argent liquide et qui passe par le fait assez simple de vivre sans argent liquide et en même temps ça devient compliqué d'en trouver et donc et si en plus à un moment donné les supermarchés commencent à bloquer de ce point de vue-là, ça comment dire, ça n'aura plus grand intérêt. Pourtant, donc on est dans la préparation de... Oui. Pourtant, il y a beaucoup de petits commerçants, là je parle pas des grandes enseignes de supermarchés, mais qui demandent justement à ce qu'on les paye en cash parce que quand on paye en cash à un petit commerçant qui met dans sa facture la TVA et tout ce qu'il doit, il reçoit, quand vous lui donnez, je sais pas, par exemple 20 francs, un billet de 20 francs, lui il va toucher les 20 francs. Après il va payer ses taxes, ses impôts dessus et compagnie. Alors que quand vous faites la même chose avec un versement, par exemple en utilisant un outil numérique, que par exemple l'application Twint ou votre carte bancaire, il y a une petite partie à chaque fois, quelques centimes, qui partent à un établissement bancaire ou voilà, dans l'inscription numérique, parce que à chaque fois que vous faites une opération avec une carte. Et donc ils disent, en fait, sur une opération, ça me change rien, mais sur des milliers d'opérations par mois, sur toutes les ventes, je finis par perdre tant de francs, tant de dizaines, centaines de francs. Et donc ils disent, eux, ils sont pour la préservation du cash parce que basiquement, ils s'y retrouvent plus, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est une dialectique entre la difficulté d'obtenir l'argent liquide et le fait que de moins en moins de gens, si j'en crois le président de la Banque nationale, vont l'accepter. Et donc, c'est-à-dire que quand les supermarchés commencent à plus accepter l'argent liquide, je vais peut-être en avoir moins. Donc, je vais encore plus payer avec des cartes ou des Twint. Twint, c'est l'application de paiement bancaire
par téléphone portable en Suisse. Je crois que pour une présentation très, très brève. Et donc, c'est une sorte de cercle vicieux, en réalité. Et ça prépare, en fait, c'est un travail de préparation culturelle. Pour plus tard, on ne sait pas quand. Est-ce que c'est dans 10 ans? Est-ce que c'est dans 15 ans? Est-ce que c'est dans 20 ans? Comme disait le patron de JP Morgan, on ne sait pas à quel moment il y aura cette fameuse grande crise financière, cette implosion du marché de la dette souveraine mondiale qui doit permettre justement l'arrivée, le déploiement complet de ces monnaies numériques. Tu auras remarqué, ça fait quelques années déjà que chaque année, Christine Lagarde sort du bois en disant on est prêt pour le déploiement. Sainte C'est-à-dire Christine, que sur priez le pour plan, nous. voilà, c'est-à-dire que sur le plan technique, tout est prêt. Mais il faut un élément, un événement ou un Politique, ouais. élément de contexte qui permette qui permettent d'écraser toutes les résistances pour passer véritablement dans quelque chose d'autre. La dernière question que je voulais te poser, parce que mine de rien l'interview avance, mais il y avait un point, c'était lié à la Poste. En faisant quelques recherches, on a vu apparaître le nom d'une société qui s'appelle Swiss Stablecoin, AG. Bon, pour le coup, voilà, c'est. Hein. C'est ça, Et donc, AG, c'est SA en ouais, allemand. SA, mais AG parce que c'est en suisse allemand. Euh, est-ce que tu t'es renseigné un peu sur Swiss Stablecoin? Qu'est-ce que c'est? Parce que moi qui ai vu ce nom, j'ai vaguement compris, mais de loin, ce que ça représentait, mais pas dans le détail. Est-ce que toi tu t'es intéressé à cette question? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a Donc, derrière justement c'est Swiss le Stablecoin? prestataire de PostFinance pour D'accord. développer le franc numérique. Alors explique-moi un petit peu. Euh, et ben, Swiss Stablecoin AG, elle a été fondée en 2022 par une ex-parlementaire socialiste reconvertie dans les affaires. Et il se trouve que c'était une camarade de parti de Christian Levrat, qui est le président de la Poste. Donc, ils Mhm. étaient les deux au Parti socialiste en même temps. Et puis, bon, comme on le sait, surtout en Suisse, ça s'affiche même de façon assez décontractée. Les partis politiques sont aussi des réseaux d'affaires. Donc là, en l'occurrence, ils ont pris leur retraite politique sur la politique politicienne et ils sont plus voilà, sur des questions, comment dire, ils sont plus dans l'économie réelle, si on veut. Et donc, mais il y a la vraie interrogation que j'ai par rapport à cette Swiss stablecoin AG, qui donc, comment dire, a commencé à travailler sur le franc numérique en 2023, c'est que sa structure d'actionnariat, apparemment, elle n'est pas très. On ne sait pas trop qui est actionnaire de cette entreprise. Ah, on ne sait Je suis pas? allé Pardon? On ne sait pas qui est actionnaire. Ben, il semblerait que non. Je suis allé sur le site Money House, c'est le site de référence en Suisse pour tout ce qui est extrait de registre du commerce. Et ils disent on n'a aucune information là-dessus. J'en ai pas trouvé par ailleurs. Le rapport de gestion, j'en ai pas trouvé non plus. Et c'est assez étrange parce que c'est quand même l'entreprise qui est en train de développer le futur franc suisse, enfin le franc numérique, le franc de l'avenir. Je me demande, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir justement, au contraire, un effort de transparence très important de la part de cette entreprise qui, en réalité, pourrait être dans PostFinance. Oui, voilà, elle devrait être C'est-à-dire, on a directement décidé dans la Poste, ouais. d'externaliser voilà, et donc il y a des coûts, évidemment. On paye des actionnaires, on paye des administrateurs. Et, euh, et en fait, on sait pas, il semblerait qu'on ne sache pas trop vraiment comment ça fonctionne. Donc, on pourrait avoir des questions de savoir est-ce qu'ils ont d'autres clients, quel est le montant de leur contrat avec PostFinance, combien ils versent de dividendes. Mais voilà, donc c'est des questions que j'aurais qui me paraîtraient être assez évidentes par rapport à cette entreprise. D'autant plus que, évidemment, on n'arrive pas, comment dire, quand des politiciens, des gens qui ont de l'influence politique, détiennent des actions, ils ne doivent pas nécessairement les déclarer. J'ai regardé d'ailleurs la loi du Parlement par rapport à ça, j'ai rien trouvé sur les actions. Mais c'est ce qui est normal du reste, parce que si chaque parlementaire devait déclarer toutes les actions qu'il a, enfin, ça serait totalement inextricable.
D'un autre côté, évidemment, quand on a des entreprises aussi centrales dans dans la politique économique nationale, il me semble quand même que pour la clarté du débat et la compréhension de ce qui se passe, il serait bon d'avoir un effort de transparence un peu plus prononcé, on va dire ça comme ça. Eh bien, merci Vincent Held d'être venu nous éclairer sur les quelques points autour de cette initiative. On rappelle, c'est pas une initiative classique dans le sens où c'est vous acceptez ou vous rejetez l'initiative. Il y a l'initiative, est-ce que vous l'acceptez ou la rejetez. Il y a le contre-projet, est-ce que vous l'acceptez ou vous le rejetez. Et il y a la troisième question, dans le cas où vous acceptez les deux. Qu'est-ce qui prend le pas sur l'autre ou vous rejetez les deux si les deux sont à égalité, laquelle vous devrez primer sur l'autre, c'est-à-dire l'initiative ou le contre-projet. Et ce que tu nous as expliqué dans cette interview, c'est évidemment chacun vote ce qu'il veut, mais attention au contre-projet, attention à ce qu'il y a derrière. Bah, c'est-à-dire qu'on a des gens qui disent on veut sauver l'argent liquide et qui font exactement le contraire. Donc déjà, ça peut interpeller. Et au demeurant, cette idée, le contre-projet parle de numéraire. La Banque nationale suisse garantit le numéraire. Elle ne garantit pas l'argent liquide. Pas le physique. Or, Ouais, évidemment que les monnaies numériques vont être considérées comme du numéraire. On n'arrête pas de le dire. C'est soi-disant l'équivalent de l'argent liquide. Donc évidemment que le contre-projet ne va rien garantir du tout. Maintenant, comme on voit que normalement les billets devraient être acceptés par les commerces, on se rend compte qu'en réalité, on peut avoir n'importe quel texte de loi sur ces questions monétaires et elles vont être contournées. C'est-à-dire comme la Banque nationale, normalement, devrait être sous la surveillance de l'État suisse, et bien, finalement, on a rajouté des lois qui font qu'elle échappe totalement à la surveillance qui est inscrite dans la Constitution, d'ailleurs. Donc, ça montre que dans ce domaine monétaire, en réalité, n'importe quelle loi peut être contournée. Et c'est pour ça que je me dis, il vaut mieux insister sur l'aspect informationnel, d'expliquer un peu aux gens ce qui est vraiment en train de se passer, plutôt que d'insister sur la votation elle-même, qui est un peu en train d'être mise sous le boisseau. Voilà. Il semblerait qu'on soit déjà un peu en train de parler de la votation suivante et que les journalistes qui s'intéressaient au sujet subitement s'intéressent moins à ce que j'ai cru comprendre de Charlie Page. Oui, bien sûr. Et ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que en tant que citoyen, on vous invite non seulement à voter, parce que c'est toujours utile, du moment qu'on demande votre avis, voilà, mais en plus à vous informer, à discuter entre vous, à prendre du temps, que ce soit via des podcasts, via des lectures, via des vidéos, via des articles, que ce soit en numérique ou en physique, à vous informer sur ces questions, parce qu'un citoyen qui vote, c'est bien, mais un citoyen qui vote en étant informé, c'est mieux. Vincent, je rappelle le titre de votre ouvrage, de ton ouvrage, pardon, voilà, qui s'appelle Le crépuscule de la Banque nationale suisse, qui était donc ton premier, la déroute financière annoncée d'une institution en faillite morale, qui a été, d'ailleurs, il y a eu une version augmentée, je crois, que tu avais sorti. Voilà, on va le ressortir en PDF, vu qu'il est en rupture de stock depuis quelques années chez Xenia, donc pour que les gens puissent y accéder, qui s'intéressent. Sur tout ce qui est indépendance de la Banque nationale suisse, les diverses affaires d'il y a une dizaine d'années, etc., c'est assez touffu. Donc voilà, il y a des sujets qui méritent d'être revus. Ouais, ça marche. Non, mais merci beaucoup. En tout cas, on essaiera de mettre le lien en description de cette vidéo pour vous procurer le PDF si vous en avez envie, si vous êtes curieux. Et puis, restez à l'affût sur les réseaux sociaux. On rappelle, le Cercle Rousseau est disponible et nos compagnons de la NSH, eux, ont un site internet. Nous sommes disponibles. Vous pouvez consulter les actualités du Cercle Rousseau, non seulement sur la chaîne YouTube, mais également sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter, X, voilà, bien entendu, où vous avez nos prochains événements et également nos prochaines vidéos d'actualité. Merci beaucoup Vincent, une très bonne soirée à toi et une bonne chance pour la suite et la fin de ton prochain ouvrage.